Quand une industrie s'étend par ses propres bénéfices, je reconnais le précieux accord du progrès avec l'évolution. Les bénéfices sont plutôt des effets que des projets. Simplement, la pêche est bonne, d'où l'idée d'agrandir un peu les filets. Car que faire de l'argent? La prospérité n'est pas ici un futur d'imagination, c'est un organisme qui prolifère. La nouvelle table de vente existait déjà, on donne seulement un peu d'air et de passage à la foule des acheteurs. Tout le monde a connu de ces bicoques pleines d'avenir, et heureux le restaurateur qui ne sait où asseoir les gens. Le bénéfice signifie alors que le milieu est favorable, et qu'on pourrait gagner plus. C'est alors qu'on loue la boutique voisine et qu'on perce les murs, d'où résultent de nouveaux bénéfices et de nouvelles ambitions. Toutefois, cela n'est pas sans fin, car le milieu s'épuise, et sans doute faut-il compter encore avec cette loi géométrique que la surface extérieure, qui est la partie utile et qu'on pourrait nommer surface de vente, ne s'accroît pas aussi vite que le volume. Enfin, la vanité s'en mêle toujours, et les dépenses de gloire vont toujours à diminuer le profit. Il reste que le bénéfice réel est un indice suffisant et qui règle assez les projets. Je ne crois pas que la folle croissance des entreprises résulte de la transformation des bénéfices en capital productif. Le mal commence avec l'emprunt facile. L'emprunt facile, c'est l'emprunt offert par le prêteur. Et la prospérité générale conduit là. Car les gens non fastueux ont alors un petit trésor et cherchent la rente. Et ce genre de prêteur ne craint même pas le risque. Mais plutôt son imagination n'est ébranlée que par de brillantes rêveries. De plus, ce prêteur ne connaît pas les affaires. Le banquier et le démarcheur en sont donc à chercher les affaires. Aussi, un négociant en bonne marche trouve-t-il aisément des capitaux. L'enthousiasme est alors ce qui règle la croissance. Le milieu ne compte plus, on l'invente. On ira le chercher, on le créera. C'est alors que l'idée l'emporte sur l'expérience. C'est alors que l'idée est aménagée d'abord sur le papier, d'après les ressources de la raison. Le souci de la perfection règle les moindres détails. Tout est calculé, mais rien n'est adapté. Progrès, certes, si l'on considère ce qui devrait être, mais l'évolution n'y est pas. L'évolution, d'après laquelle l'organe est développé et changé par l'action du milieu. Ainsi, la grande et parfaite machine risque de tourner dans le vide. L'administration est sans rapport avec la réelle situation. L'expérience répond durement, mais sans instruire, car on veut méditer un système encore plus grand et plus parfait. Or, il est trop grand déjà et trop parfait. Cela par l'abondance des capitaux étrangers à l'affaire, lesquels fournissent des moyens démesurés. Telle est la cause principale de ces grandes ruines que l'on voit partout. J'aperçois un autre défaut, dans ces participants anonymes, et surtout dans les petits. Ce sont des prêteurs nerveux. Ils passent aisément de la folle espérance à la folle crainte, par leur inexpérience des affaires. Et ainsi, fort souvent, ils font d'un simple embarras une catastrophe de l'ordre moral. Il est bien étrange que la petite épargne, si sage quand elle se prive, soit en même temps un abîme d'incertitude. Ajoutons à cela que les banquiers, pilotent sur cette mer changeante, apprennent l'audace en même temps que le péril, et, par ne plus pouvoir compter sur rien, arrivent à tout risquer. En sorte qu'à côté du creux de l'épargne, il y a souvent le creux de l'affaire, c'est-à-dire un simple projet et un jeu d'espérance et de promesses. À force de bien savoir qu'on ne peut rien sans la confiance, on vient à croire qu'on peut tout par la confiance, ce qui développe déraisonnablement une monnaie fiduciaire dans le plein sens du mot, mais sans garantie. La société anonyme a fait briller, il y a 3/4 de siècle, une sorte de paradis. Il en est résulté des maux que nul n'avait prévus. La pensée par concept, séparée de l'expérience tâtonnante, se trompe à tous les coups. Il y a une métaphysique de l'économie, comme des passions, comme de la politique, comme de tout.